Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. J'avais envie de commencer en vous disant, est-ce que finalement 2024 a corrigé un peu l'anomalie de 2023 avec votre élection à l'Assemblée nationale? En tout cas, il y a eu une élection que personne n'attendait, les élections législatives de 2024. J'ai eu l'honneur d'être investi à l'époque dans le cadre du Nouveau Front Populaire, à la suite effectivement de la perte de la circonscription en 2022. Et depuis mon élection, j'essaye d'être un député utile au territoire, actif, je ne ménage pas ma peine, et puis aussi fidèle à mes convictions et finalement à la double mécanique électorale, c'est-à-dire cette logique d'adhésion au programme du Nouveau Front Populaire, un vrai projet de rupture, mais aussi cette logique de front républicain, avec des personnes qui se sont portées sur ma candidature, non pas par adhésion ni au projet politique ni à la personne, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Et donc c'est finalement cette double mécanique à laquelle j'essaye d'être fidèle depuis le premier jour. Vous avez été par le passé attaché parlementaire. On dit que le fonctionnement de l'Assemblée nationale a beaucoup changé parce que finalement avant on vivait avec 2 blocs, aujourd'hui avec 3. Est-ce que vous avez trouvé un changement dans l'Assemblée que vous avez retrouvé en 2024? Oui, effectivement, pour beaucoup de mes collègues, notamment les plus expérimentés, l'année que nous venons de passer, cette législature, elle est à nul autre comparable, parce qu'il n'y a pas de majorité, parce qu'on a un gouvernement minoritaire par définition, et qui est faible, et plus le temps passe, plus le gouvernement est affaibli. Aujourd'hui, le Premier ministre, pour encore quelques jours, s'appuie sur un socle commun qui est pas très commun, où ils ne partagent pas grand-chose et où finalement il y a peu de parlementaires qui soutiennent la logique politique. Il faut rappeler quand même qu'on part d'une anomalie finalement initiale, puisque la force politique qui est arrivée en tête lors des législatives en 2024, et je dis bien qui est arrivée en tête, je ne dis pas qui a gagné les élections, n'a pas été appelée aux responsabilités, et ceux qui ont perdu, ceux qui ont été battus, la politique dont les Français ne veulent plus, ce sont encore eux qui sont aujourd'hui en responsabilité, donc ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que depuis un an, finalement, même si on arrive à voter des textes à l'Assemblée, même si on arrive à faire du travail parlementaire de qualité, et y compris des textes importants, je pense par exemple à la loi sur la fin de vie, à la loi sur le narcotrafic, qui sont des textes importants dans finalement notre vie de tous les jours. Donc moi je ne souscris pas à l'idée que finalement il ne se passerait rien et qu'on serait condamné à attendre une élection présidentielle. Donc on arrive à travailler, néanmoins le climat effectivement n'est pas propice à un travail serein. Et on voit bien que voilà, le climat social aujourd'hui est une véritable poudrière. La rentrée, l'actualité a été un peu bousculée puisqu'on a appris qu'il y aurait un vote le 8, vous allez être directement concerné puisque vous allez voter oui ou non à la confiance au gouvernement Bayrou. Quoi qu'il arrive, s'il tombe, on a l'impression que rien ne va changer. On a l'impression qu'il va renommer quelqu'un de chez lui, le président, et que ça va continuer comme ça encore 2 ans. Comment vous vous situez? Comment ça se passe dans votre logique de réflexion? Parce que ça doit être compliqué aussi, en vous disant, surtout que l'actualité est bizarre, puisqu'on dit aujourd'hui que Bayrou se rapprocherait des socialistes. Vous êtes socialiste pour former un gouvernement, mais les LR partiraient. Donc c'est très très compliqué pour le lambda de base. Comment vous vous situez, comment vous allez vous définir par rapport à ce vote qui a lieu donc lundi? Alors, moi, très clairement, j'ai annoncé la couleur dès les premières minutes après les déclarations de François Bayrou. Je voterai contre la confiance qu'il sollicite, tout simplement parce que je ne fais pas confiance en François Bayrou pour aujourd'hui être le capitaine dont la France a besoin pour sortir de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Et vous avez dit quelque chose de tout à fait juste. Si François Bayrou n'est plus Premier ministre demain, mais qu'il y a un nouveau casting avec une nouvelle personne, quelle qu'elle soit, qui est censée mettre en œuvre la même politique macroniste que l'on connaît et que l'on subit depuis 8 ans. Et même à des postes différents, quoi, en gros. Et qu'on a simplement un jeu de chaises musicales dans un remaniement ministériel, mais avec la même ligne politique qui est suivie, ça ne fonctionnera pas. Et donc on va retomber dans les mêmes problématiques, les mêmes travers, les mêmes discussions interminables, censure, pas censure, etc., telles que nous les connaissons depuis plus d'1 an maintenant. Alors ce qu'a fait le Parti socialiste et ce que nous avons fait notamment lors de nos universités d'été à Blois la semaine dernière, c'est d'essayer d'être finalement une force de proposition, d'être du côté des solutions, parce que nous ne sommes pas partisans du
à la fois du statu quo ni du chaos institutionnel. Donc nous avons essayé de mettre sur la table une offre politique, c'est-à-dire un contre-budget, des contre-propositions budgétaires qui prennent le contre-pied de ce qu'a présenté François Bayrou cet été. Je voudrais bien qu'on puisse peut-être les détailler un petit peu ultérieurement, et de dire que finalement, en adéquation avec le vote des Françaises et des Français en juillet 2024, nous sommes prêts à exercer des responsabilités gouvernementales, à essayer autre chose. Mais quand nous disons ça, nous ne disons pas que nous sommes prêts à participer à un gouvernement de droite, macroniste, qui constituerait et qui continuerait la même politique. Nous sommes prêts à essayer de mettre en œuvre une politique véritablement alternative, qui soutiennent le pouvoir d'achat, qui préservent les classes moyennes et les classes populaires, qui mettent à contribution les plus riches. Aujourd'hui, cette offre de service, quelque part, elle est dans les mains du seul président de la République, après la chute de François Bayrou la semaine prochaine. Est-ce qu'il voudra la saisir ? Aujourd'hui, personne n'en sait strictement rien, mais j'insiste sur le fait que voilà, nous avons fait une offre politique pour mettre en œuvre une politique de gauche, une politique de rupture, et non pas pour participer à un gouvernement macroniste avec finalement des débauchages individuels qui continueraient la même politique. Les socialistes, je crois qu'on l'a montré depuis un certain temps déjà, n'ont pas vocation à être une forme de roue de secours de la Macronie qui est finissante. Concrètement, la vraie solution, c'est une dissolution et une nouvelle assemblée, avec une vraie majorité ? Non, nous ne souhaitons pas aujourd'hui, nous n'appelons pas à nouvelle dissolution, non pas parce que nous redoutons de retourner aux urnes devant les électeurs et les électrices, mais tout simplement parce que, et d'ailleurs les sondages le prouvent, rien ne garantit qu'une nouvelle dissolution demain ou dans quelques mois donnerait un paysage politique différent. Aujourd'hui, on a une forme de tripartition de la vie politique qui, semble-t-il, est durable. Et donc si c'est faire une nouvelle dissolution mais qui bougerait à la marge les équilibres politiques, ça n'apporterait rien. C'est pour ça que la solution que nous proposons, nous, c'est bel et bien tout simplement de mettre en œuvre une autre politique, d'accepter que le président de la République accepte qu'il a été désavoué à plusieurs reprises dans les urnes et accepte véritablement une politique de cohabitation avec la gauche, avec un gouvernement de gauche qui propose non seulement une autre ligne politique sur le fond, mais aussi une autre méthode pour mettre en œuvre cette politique, c'est-à-dire un engagement à ne pas utiliser le 49.3, moyennant la non-censure d'un certain nombre d'autres forces politiques, pour finalement accepter ce que nous appelons le parlementarisme de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et donc c'est la responsabilité de ceux qui gouvernent d'aller chercher des compromis, chercher des accords, texte par texte, pour pouvoir continuer d'avancer. Donc une autre ligne politique sur le fond, évidemment, mais aussi une autre manière de gouverner par rapport à ce que nous avons subi depuis de nombreuses années maintenant, c'est-à-dire une minorité qui ne fait pas preuve d'humilité, qui se considère encore toute puissante et qui n'hésite pas à avoir recours au 49.3 dès lors qu'elle n'arrive pas à trouver de majorité. Pourtant, c'est quand même paradoxal. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la NUPES est arrivée en tête, donc la gauche n'a pas gagné mais est arrivée en tête. Et on a l'impression que la société, elle part de plus en plus à droite, même très à droite. Est-ce que finalement, là aussi, s'il y avait un gouvernement de gauche, parce que j'ai bien compris que les socialistes ne veulent pas gouverner avec les LR. C'est très clair. Ce qui pourtant paraît... C'est pas tant avec telle ou telle étiquette, c'est mener c'est la des politique. idées quand même, qui ne sont pas les mêmes. Bien évidemment. En tout cas, nous ne voulons pas être finalement une force d'appoint à une politique qui n'est pas la nôtre. Surtout qu'on aurait du mal à voir un socialiste avec des gens qui sont proches de M. Retailleau, par exemple. Quand on entend certains dire, on imagine un gouvernement qui irait d'Olivier Faure ou de Fabien Roussel à Bruno Retailleau, c'est véritablement de la politique fiction. Aujourd'hui, personne ne peut se dire socialiste et se retrouver à une table dans un conseil des ministres avec quelqu'un comme Bruno Retailleau, c'est absolument inenvisageable. Pour finir sur la politique nationale, j'ai bien compris donc que lundi, ça sera non à la confiance. J'ai vu que le week-end dernier, vous étiez à Blois, vous avez rencontré François Ruffin, qui on peut pas le taxer d'être à droite, il est très à gauche. Comment s'est passé l'échange? Qu'est-ce que vous avez appris ou découvert du personnage? Et est-ce que c'est quelqu'un qui vous allez pouvoir faire des choses ensemble? Moi, je suis assez proche de François Ruffin depuis de nombreuses années maintenant. Nous travaillons ensemble à l'Assemblée nationale. François Ruffin a participé à un café-débat à mon initiative à Blois. Ça s'est très bien passé. Le message que nous essayons de faire passer, c'est que la gauche est forte. La gauche est belle quand elle sait se rassembler. Donc à Blois, il y avait des représentants des écologistes, il y avait des représentants communistes, il y avait des représentants de l'après.
Et finalement, on a bien vu qu'on avait vocation à travailler ensemble au service de la France et des Français autour, encore une fois, d'autres propositions budgétaires. Le message que nous avons martelé, c'est qu'il n'y a pas finalement de fatalité à l'austérité budgétaire que nous dessinait François Bayrou, que contrairement à ce qu'il déclare matin et soir sur tous les plateaux de télévision, oui, il y a d'autres chemins possibles, d'où les propositions que nous avons formulées, finalement qui prennent le parfait contre-pied de la logique de la politique macroniste depuis 8 ans. Nous, ce que nous proposons, c'est de préserver les classes populaires et les classes moyennes, celles et ceux qui n'ont que leur travail ou leur pension de retraite pour vivre. Et au contraire, de mettre à contribution les plus grandes fortunes, les plus aisées, qu'il s'agisse de ménages, de foyers ou d'entreprises. Et puis, bien évidemment aussi, de relancer la machine économique avec un vrai programme d'investissement de long terme pour relancer la machine économique et relancer surtout la consommation à travers un véritable soutien au pouvoir d'achat, tout simplement parce que la politique austéritaire qui était programmée et que nous vivons aujourd'hui, au-delà du fait d'être particulièrement injuste, elle est particulièrement inefficace sur le plan macroéconomique parce que quand on met à contribution les plus modestes, eh bien c'est de la consommation en moins, donc c'est des rentrées fiscales en moins pour l'État, et donc c'est un cercle vicieux. Et nous proposons de prendre le contre-pied et au contraire d'ouvrir un cercle vertueux qui permette à la fois de soutenir la consommation des ménages et puis aussi de se préparer pour l'avenir en investissant dans notamment le secteur de la transition énergétique, en soutenant nos services publics, des sujets qui sont des sujets de préoccupation de nos concitoyens au quotidien. Dans ce climat qui est mondial et tendu aujourd'hui, est-ce que être de gauche, est-ce que avoir des valeurs humanistes, c'est quelque chose de réel ou finalement c'est irréel dans ce monde de 2025 ? Je pense que c'est plus que jamais nécessaire de rester ferme sur ses valeurs, sur ses convictions. Vous le disiez tout à l'heure, on a une société aujourd'hui qui est très clivée. Tous les sujets donnent lieu à des polémiques, à des débats, à des affrontements, à de la rivalité. Je dis très souvent, on n'arrive plus dans notre pays à se respecter même en cas de désaccord. On n'arrive plus finalement à se nourrir de la divergence, à essayer de s'enrichir, à essayer de muscler ses propres arguments, à essayer de considérer finalement que d'autres idées peuvent être une richesse. On est au contraire toujours dans l'optique d'essayer d'écraser son adversaire. Je le dis souvent aussi, pour être intelligent, il faut toujours être deux. Et donc c'est extrêmement compliqué dans la période actuelle. Mais voilà, j'y crois et je pense qu'effectivement, ce n'est pas avec le repli identitaire, le repli conservateur qui est le projet politique déployé par certains qu'on arrivera aujourd'hui à continuer à bien ou en tout cas à mieux vivre ensemble. Je pense que vous avez dit le mot juste à mon sens, c'est le manque de respect qui a disparu. Oui, alors c'est valable dans la vie politique. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'invectives, de buzz qui est recherché par les uns et par les autres, mais encore une fois, la vie politique, elle n'est que le reflet de l'état de la société. Aujourd'hui, cette conflictualité, on la trouve dans la rue, on la trouve dans l'entreprise, on la trouve à l'école, on la trouve dans les services publics, et j'ai même envie de dire, on la retrouve dans les repas de famille. Aujourd'hui, c'est un climat qui est extrêmement tendu. C'est une véritable poudrière, ce que je disais tout à l'heure, et donc l'objectif aussi prioritaire, c'est de rechercher de l'apaisement. Et pour qu'il y ait de l'apaisement, il faut qu'il y ait tout simplement un sentiment de justice sociale, de justice fiscale. Le 8 septembre, le gouvernement Bayrou, d'après ce qu'on entend, ce qu'on lit et ce qu'on imagine, va tomber. Le 10, on annonce des grandes grèves un peu partout, des mobilisations. Est-ce que ça vous fait peur? Et là aussi, comment vous imaginez la suite? Alors aujourd'hui, ce qui va se passer le 10 septembre reste assez flou, nébuleux, flou. On ne sait pas trop justement qu'est-ce qui va se passer, quelle modalité d'action et autour de quel mot d'ordre. Moi, bien évidemment, toute mobilisation citoyenne, des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être engagées, qui ont envie de se mobiliser, je l'accueille bien évidemment favorablement sur le principe. Néanmoins, aujourd'hui, voilà, moi je reste finalement prudent, parce que s'il s'agit d'aller dénoncer la vie chère, d'aller dénoncer les injustices, d'aller dénoncer les inégalités, je serai du côté de ce mouvement social. S'il s'agit d'aller déverser des slogans parfois d'extrême droite, où on va faire
l'immigré le bouc émissaire, ou si il s'agit de dire que finalement la démocratie coûte trop cher parce que il y a trop d'élus et que finalement les élus ne servent à rien, dans ces slogans-là, bien évidemment, on ne pourra pas se retrouver. Moi, je crois dans la mobilisation citoyenne, mais je récuse aussi toute forme de mobilisation violente. Donc s'il s'agit d'aller appeler à s'attaquer à des préfectures, à des institutions, bien évidemment, je ne pourrais pas soutenir ces mots d'ordre. Mais, encore une fois, attendons de voir ce qui va se passer. Je crois aussi que les personnes qui sont à l'initiative récusent toute récupération politique et tiennent à leur indépendance, et donc il faut avoir du respect par rapport à cela. Il y a ce qui va se passer le 10 et puis dans les jours suivants, et puis il y a aussi la mobilisation pour le coup syndicale, plus traditionnelle, annoncée pour le 18 septembre. Donc on voit bien que le mois de septembre, globalement, va être houleux, et la rentrée sociale va être chaude. Je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures. On va revenir dans la Loire et plus précisément dans la première circonscription dont vous êtes l'élu. Il y a à peu près 2 ans, on avait fait un autre interview filmé et on était en plein cœur d'un sujet assez mobilisateur dans la Loire et à Saint-Étienne. C'est le sujet casino. Alors vous êtes un élu local et maintenant un élu national. Comment évolue le dossier? On voit que casino existe toujours, mais c'est difficile d'après ce qu'on voit. Les chiffres n'ont pas l'air très très bons. On revoit des camionnettes refleurir dans les villages. Alors, de votre point de vue, du côté économique et politique, on en est où? Alors, quand l'empire casino était finalement en train de disparaître, ou presque, il y a un peu plus d'1 an maintenant, au moment de son rachat, et au moment des élections législatives, moi je m'étais engagé à ce qu'on puisse essayer de faire la lumière sur la situation de casino à travers le travail d'une commission d'enquête parlementaire, ce que mon prédécesseur avait refusé. Et effectivement, cette année, dans le cadre d'une commission d'enquête de mes collègues écologistes concernant la thématique des défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciement, j'ai souhaité et obtenu qu'on puisse examiner le dossier casino à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire auditionner très officiellement à la fois les représentants des salariés, les représentants du personnel, mais y compris aussi la nouvelle direction. Auditionner les représentants des salariés, c'était important parce que dans la grande distribution, quand il y a des grands plans sociaux, eh bien, ils ont parfois tendance à passer un peu sous les écrans radars. À Saint-Étienne, on a beaucoup parlé parce qu'on a un attachement particulier du territoire. Mais ailleurs en France, on a peu parlé finalement de casino au niveau national, alors que c'était peut-être le plus grand plan social au niveau de l'ensemble du pays en 2024. Et donc, donner la parole aux représentants du personnel, c'était aussi leur redonner un peu de dignité, parce que derrière la froideur des chiffres et les milliers de postes qui ont été supprimés, on le sait, il y a aussi des familles qui se retrouvent meurtries et des territoires qui se retrouvent en souffrance. Donc c'était déjà le premier objectif. Et puis, on a aussi interrogé la nouvelle direction par rapport à leur plan de développement. Alors effectivement, Casino aujourd'hui est toujours vivant, mais c'est l'ensemble de la grande distribution maintenant qui est extrêmement malade, fragilisée. On voit d'ailleurs une mobilisation syndicale à Auchan, Villars d'ici quelques jours, parce que Auchan se retrouve aussi en grande difficulté. Très grande difficulté. Je demeure inquiet par rapport à ce qui nous a été présenté. On a un petit peu rapidement dit que Casino était sauvé et que finalement il n'y avait plus de sujet, donc Casino demeure bien malade. La plupart des organisations syndicales s'accordent à dire qu'il y aura sans doute d'autres plans sociaux à l'avenir, parce que les modes de consommation changent, parce que la grande distribution n'est plus la même aujourd'hui et ne sera pas la même demain qu'il y a une vingtaine d'années, donc on peut être inquiet. Je suis aussi inquiet pour le devenir du siège. Aujourd'hui, il a été sauvé, il y a toujours un siège Casino à Saint-Étienne, mais dont l'activité s'est trouvée vraiment réduite. Qu'est-ce qu'il en restera dans 5 ans ? Voilà, je suis toujours prudent et je continue de me battre, parce que voilà, c'est plus forcément aujourd'hui une locomotive économique du territoire, mais enfin Saint-Étienne aujourd'hui souffre et on n'a pas besoin d'avoir un fleuron économique qui disparaisse. Ça fait 3 ans que Saint-Étienne est sous une lumière un peu sombre. On entend partout que l'économie est au ralenti et qu'elle attend qu'on tourne des pages. Là aussi, est-ce que vous attendez quelque chose de ce qui va se passer en septembre et dans les semaines qui viennent, puisqu'on approche d'élections municipales au mois de mars? Je parle bien entendu du niveau économique pour l'instant. Bien sûr, au niveau économique, notre territoire souffre parce que déjà le climat économique est morose, évidemment. Et puis en plus, nous, on a, notre capacité à cumuler
des handicaps supplémentaires en raison de la situation institutionnelle de la ville de Saint-Étienne, qui est aujourd'hui néfaste pour l'activité économique. Et c'est pas l'analyse d'un opposant politique à la majorité municipale. Ces propos, ce sont ceux de l'ancien préfet de la Loire, ce sont ceux des représentants du monde économique qui disent aujourd'hui que, effectivement, dans la compétition entre les différents territoires pour l'attractivité économique, quand on n'a pas un département, une région, une métropole, une ville, des élus nationaux qui tirent tous dans le même sens, forcément, on se tire une balle dans le pied, et c'est aujourd'hui le cas. La ville de Saint-Étienne, le territoire est isolé, et moi j'espère qu'on pourra véritablement tourner définitivement cette page et essayer de repartir de l'avant. Comment vous vendez votre territoire à l'Assemblée quand on vous parle de Saint-Étienne? J'ai lu quand vous êtes arrivé à l'Assemblée, qu'on vous parlait tout le temps de l'affaire. Ouais. Comment vous le vendez, ce territoire? Vous leur dites, c'est Manu France, c'est les Verts, c'est quoi Saint-Étienne? Non, moi j'essaye de parler... Parce que souvent, quand on est à l'extérieur, on nous parle toujours du même sujet. Aujourd'hui, quand on est en dehors de Saint-Étienne, auprès des citoyens lambda, quand on parle de Saint-Étienne, on parle de foot. 76. Alors 76, et puis même, voilà, depuis quelques semaines, on a un projet sportif d'envergure au niveau du club. On a des résultats sportifs qui nous laissent peut-être espérer, en tout cas, une saison tout à fait intéressante. Donc, on reparle de Saint-Étienne à travers du foot. Mais quand je parle avec des collègues élus, et notamment quand je suis arrivé effectivement à l'Assemblée nationale, quand on parle de Saint-Étienne, on ne me parle jamais ni de design, ni de tourisme, etc. On me parle de la ville où finalement le maire fait des vidéos intimes. Et donc effectivement c'est terrible parce que, y compris le maire actuel, lors de son premier mandat, avait déployé beaucoup d'énergie pour justement changer l'image de la ville, essayer d'être le VRP de Saint-Étienne, et tout ce travail aujourd'hui se retrouve anéanti. Si vous tapez Saint-Étienne sur n'importe quel moteur de recherche, vous avez plusieurs dizaines de pages qui parlent de l'affaire, qui parlent du climat, avant de parler de quelque chose de concret qui se passe à Saint-Étienne. Et ça, c'est terrible. Vous attendez quelque chose du procès, des éclaircissements, ou alors on est juste dans l'histoire de se dire il faut tourner la page? Après, moi, voilà, on va voir ce que la justice dit, ce qui se passe lors de ce procès. Mais effectivement, moi, j'appelle les Stéphanoises et les Stéphanois à tourner la page. Il y aura une échéance, c'est dans 6 mois, ce sont les élections municipales, et il faudra qu'il y ait véritablement une alternance pour tout simplement essayer de sortir la ville de l'ornière, repartir de l'avant avec un nouveau projet politique, une nouvelle équipe, une nouvelle gouvernance, aussi une nouvelle manière de mettre en œuvre une politique municipale au service des Stéphanoises et des Stéphanois, et pas au service finalement de l'ego d'une personne. Est-ce que les élections municipales à Saint-Étienne, puisqu'on est ici et qu'on connaît bien le sujet, est-ce qu'on attend un projet finalement politique, ou on attend plutôt un projet citoyen porté par un homme, et peut-être finalement des gens qui viennent un peu de tous bords et qui se mettent ensemble pour que Saint-Étienne rayonne de nouveau, et puis je pense devienne une autre référence, quoi? Alors, moi je ne crois pas dans l'incarnation de l'homme ou de la femme providentielle, le sauveur qui viendrait... Oui, mais c'est une tête d'affiche. Voilà, donc il faut bien évidemment une tête d'affiche, un leader, un capitaine ou une capitaine. Et dans ce cadre-là, moi je soutiens sans réserve Régis Juanico, parce que je pense qu'il a la carrure, l'envergure, l'expérience pour être ce capitaine. Les réseaux. Et les réseaux aussi, mais surtout, il a la capacité de fédérer, de travailler en équipe, avec des personnes qui viennent d'horizons divers et qui ont envie aujourd'hui de mouiller le maillot pour Saint-Étienne. Et donc il faut un autre projet politique, mais il faut surtout finalement remettre un peu d'éthique et de morale dans la gestion de la ville. C'est ce qui nous fait cruellement défaut depuis plusieurs années maintenant. Et donc je pense que c'est cette exemplarité, cette probité qu'on attend aujourd'hui d'une nouvelle équipe municipale, qu'il est aussi en capacité de parfaitement incarner. Vous savez qu'il y a une particularité à Saint-Étienne, d'après mes recherches, il n'y a jamais eu de maire femme et même pas de premier adjoint femme. Eh bien, il faudra que ça change, évidemment. Alors après, on ne refait pas l'histoire, mais quand moi je parle de gouvernance partagée, c'est bien évidemment un maire, mais une équipe avec des visages qui incarnent ce changement dont Saint-Étienne a besoin et que Saint-Étienne attend, je pense aussi. Et je pense que Régis Juanico,
quand il sera maire, et je le souhaite, pourra peut-être finalement écrire une nouvelle page de l'histoire de la ville avec une première adjointe. Ça serait aussi effectivement un beau symbole, mais il me semble que c'est peut-être ce qui est envisagé. C'est un peu ce que je vois, mais justement, on aura l'occasion dans les semaines qui viennent de poser des questions directement à M. Juanico. D'après les sondages qui tournent et un peu l'atmosphère, on voit que M. Juanico peut arriver en tête au premier tour. Mais la question que je me pose tout bêtement, c'est où prendra-t-il des voix entre les deux tours? Alors là, on est dans la politique. Hein. Voilà, et là, on est encore un peu dans la politique fiction, parce qu'avant de parler d'un deuxième tour, il faut d'abord faire un premier tour. On ne sait pas aujourd'hui quel sera le paysage politique de premier tour, combien il peut se passer beaucoup de choses, c'est sûr. On ne sait pas d'ailleurs si le maire sortant sera en capacité de se représenter, ou s'il sera empêché judiciairement parlant. Et le cas échéant, il aura sans doute un héritier ou un représentant. Il y a aussi un danger dont on ne parle pas suffisamment, c'est celui de l'extrême droite, avec une liste qui est d'ores et déjà annoncée, des scores testés dans les sondages qui sont inquiétants. Et donc on verra le paysage à l'issue du premier tour. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait déjà, dès le premier tour, pour la gauche et les écologistes, une dynamique de rassemblement. Et je pense que Régis Juanico saura incarner cette dynamique fédératrice, de rassembler diverses forces politiques pour être le plus haut possible à l'issue du premier tour, parce que tout simplement, en politique, il n'y a pas beaucoup de règles, mais la force va à la force, et il faut être en capacité, finalement, dans cette élection où les Stéphanois vont dire, si on veut tourner la page, c'est qui l'alternative? Quelle est finalement la figure sur laquelle on peut projeter l'identité du futur maire de Saint-Étienne? Et c'est pour ça que il faut faire les choses étape après étape. On est le 3 septembre, on en est où? Est-ce que vous avez des infos sur les accords? Est-ce que justement M. Régis Juanico, qui représente le Parti Socialiste, j'ai pas de doute qu'il y aura un accord avec les Verts, mais ça va pas être un petit peu compliqué avec LFI? Parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens, et peut-être même moi le premier, je me dis si LFI ils sont ensemble, il va y avoir un souci au niveau des voix. Alors nous aujourd'hui, on porte un projet pour Saint-Étienne, et le mot d'ordre, il est simple, c'est ce qu'on porte sur le fond et sur la manière dont on entend le mettre en œuvre. Toutes celles et ceux qui s'y retrouvent sont les bienvenus. Et donc, on continue de travailler avec l'ensemble des forces de gauche. C'est un travail long, fastidieux, parce qu'on mène un travail sérieux. On n'essaye pas de faire simplement des alliances de logos, où on n'attend pas des directives nationales, des accords nationaux. On essaye véritablement de constituer d'ores et déjà une véritable équipe pour Saint-Étienne. Et donc les choses vont se décanter sans doute dans les semaines qui viennent, parce qu'effectivement, peut-être que certains feront le constat que sur le diagnostic de la situation de la ville, sur le projet politique, sur la manière de le mettre en œuvre, il n'y a pas forcément d'adéquation. Il y aura sans doute une offre politique qui sera diverse au premier tour, ce qui permettra à un maximum de Stéphanoises et de Stéphanois de s'exprimer. Mais effectivement, il faudra aussi que chacun soit quelque part responsable en disant il faut tourner la page de Gaël Perdriau, et donc là-dessus on sait qu'il n'y a pas 36 000 solutions alternatives. Donc un dossier à suivre au fil des Bien semaines qui arrivent. Bien sûr. Pour terminer, et puis pour vous laisser travailler, une question sympathique finalement, mais qui engage un peu les Stéphanois. J'ai vu que vous étiez mobilisés, on a beaucoup parlé de dissolution et du chaudron des supporters. Où on en est, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais qu'est-ce que cela va devenir? Où on en est finalement de cette histoire de chaudron? Alors il faut, pour rappeler peut-être à nos téléspectateurs et nos auditeurs, il y a une menace de dissolution des groupes ultras de l'AS Saint-Étienne, les Green Angels, les Magic Fans, en raison d'un certain nombre de faits divers et d'incidents à répétition. Moi je vais être très clair. Je suis pour lutter contre toutes les formes de violence dans les stades, à Saint-Étienne comme ailleurs, et aux abords des stades. Et les débordements, les événements violents, je les condamne sans aucune ambiguïté, évidemment. En revanche, je me suis tout de suite mobilisé contre ce projet de dissolution, parce que je considère que dissoudre des associations qui aujourd'hui sont très clairement connues, identifiées, avec des représentants qui sont des interlocuteurs pour les forces de l'ordre, pour le club, c'est une très mauvaise solution. C'est une mauvaise réponse à un vrai problème, parce que tout simplement le jour où il n'y a plus d'organisation en tribune,
eh bien finalement les tribunes vont devenir une véritable jungle et ça serait la loi du plus fort qui s'y appliquerait. Et pareil, ce que je dis là, ce n'est pas simplement parole d'un supporter de l'ASS, d'un ancien membre de ces associations, c'est pour ça que je me permets de prétendre connaître un petit peu le sujet, mais c'est aussi ce que disent des représentants des forces de l'ordre, c'est ce que disent des sociologues qui sont aussi des fins connaisseurs du mouvement ultra. Donc on s'est beaucoup battu et je pense qu'on a réussi à faire entendre raison au ministre de l'Intérieur, puisque la commission qui a été sollicitée avait rendu un avis défavorable par rapport à la dissolution. Donc aujourd'hui, le projet est, on va dire, reporté. J'ose pas dire abandonné, parce qu'on sait très bien que l'épée de Damoclès est toujours au-dessus de nos têtes. Et je ne doute pas qu'en cas d'incident, en cas de débordement, le sujet reviendra sur la table. Moi, je veux saluer aussi l'engagement du club, qui a pris fait et cause pour ses supporters, et qui a continué de travailler cet été entre les représentants de l'État, des forces de l'ordre et les associations de supporters, pour essayer de faire en sorte tout simplement qu'on fasse le pari, là encore, du dialogue, du respect mutuel, que chacun fasse des efforts, et pour qu'on puisse conserver nos associations de supporters. Si le Chaudron s'appelle le Chaudron, c'est avant tout grâce à ses supporters. Donc voilà, je reste mobilisé, vigilant sur ce sujet. Plus globalement, moi je suis défenseur d'un football populaire. Le football, ce n'est pas que la télévision, que les droits télé, que les stars, que les transferts. C'est aussi ce qui se passe en tribune. Si on est fier à Saint-Étienne du Chaudron, c'est aussi parce qu'on a tous les 15 jours une ambiance magnifique, des tifos magnifiques. Et je compléterai en disant surtout ce qui se passe sur le terrain. Pour l'instant, voilà, on a des bonnes raisons d'espérer. C'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe à Saint-Étienne. On est au début d'une saison de Ligue 2. On joue véritablement contre des clubs qui ne sont quand même pas des places fortes du foot français, que ce soit Rodez ou Grenoble. Et on a un Chaudron qui est quasi plein, voire à guichet fermé dès le début de la saison. Vous imaginez ce qui va se passer si on est vraiment bien placé pour jouer la montée d'ici quelques mois. Ça va être véritablement une immense fête à Saint-Étienne et ça nous fera du bien d'avoir de l'espoir, d'avoir des raisons d'espérer. Je voudrais terminer moi cette interview avec ça. Il faut qu'on lutte contre cette sinistrose, cette morosité ambiante et qu'on ait finalement des raisons de croire, de rêver, qu'on ait un petit peu des choses qui nous motivent. On sait que le foot est un catalyseur aussi de rêve et d'espoir à Saint-Étienne parce que l'espoir c'est finalement la meilleure manière de construire des victoires. Juste une question technique pour terminer. Vous êtes élu député, vous avez un binôme, vous avez quelqu'un qui est suppléant. Ouais. Moi, je voulais savoir quel était le vrai rôle du suppléant dans votre tâche au quotidien. Alors, le rôle de suppléant ou de suppléante, en l'occurrence, je suis en binôme, en tandem avec Julie Toki, qui est conseillère municipale à Saint-Étienne. Il est variable en fonction de la manière dont le député et son suppléant ou sa suppléante décident de travailler ensemble. Certains députés font de leur suppléant ou de leur suppléante un collaborateur ou une collaboratrice. Nous, avec Julie, nous continuons de travailler ensemble, nous échangeons régulièrement. Je la sollicite, je la consulte régulièrement sur un certain nombre de sujets importants, sur des votes, les votes qui sont les miens à l'Assemblée nationale. Elle aussi, elle me fait remonter un certain nombre de sujets par rapport à son engagement personnel, son engagement associatif, en particulier dans le quartier du Crèdroc. Donc nous continuons de travailler très régulièrement ensemble. Elle me représente aussi un certain nombre de manifestations, de réunions. Donc nous continuons d'être un binôme soudé au service de cette circonscription. Pierre Courbon, monsieur le député, merci beaucoup pour merci à vous. Et puis on se revoit dans le futur. À très bientôt. À bientôt.